Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de ma collection 2023, les montres que je mets le plus souvent. Et c'est une vidéo que j'ai attendue depuis un certain temps, vu que je la fais une fois par an. Et cette année, eh bien, je vais la tourner d'une certaine façon, c'est-à-dire que je vais vous parler de la montre, mais je vais également vous parler de la perception que j'ai de cette marque de montre. Et on commence directement avec ma Rolex Datejust 36, modèle de 1991, vendu en 94 à Taïwan. Et c'est un modèle que j'ai payé 5700 € d'occasion il y a quelques années. Je l'adore, elle est fine, elle est robuste, la lunette cannelée donne super bien. Et puis c'est une des rares Rolex encore euh, avec laquelle on peut se balader sans vraiment craindre trop de problèmes. Rolex, je suis ultra admiratif devant leur travail. C'est une marque eh bien, qui tire toute l'industrie vers le haut parce que on peut penser que tout ce qu'on met dans une Rolex, on ne met pas dans les autres montres, mais il faut savoir que grâce au fait que Rolex éduque le marché à porter des montres, eh bien, ça profite à toutes les autres marques aussi. Et ça, on a souvent l'occasion de l'oublier. Alors vous savez ce que j'en pense, hein. Rolex, c'est une marque de pauvres. Pourquoi? Parce que c'est une marque pour laquelle les gens se saignent, et moi le premier, hein. Donc quand je dis de pauvres, ça veut dire des gens qui, quand ils gagnent leur salaire, eh bien, ça part directement dans la nourriture, le loyer ou encore l'énergie. C'est pas moi qui le dis, c'est Charles Gave. Leur stratégie est extraordinaire. A crown for every achievement. Donc en plus de ça, eh bien, ils vont déculpabiliser la personne qui va vouloir en acheter une, puisqu'ils disent en gros, tu as raison de t'offrir ce produit parce que tu as bien travaillé. Et j'ai l'impression que ce achievement ces dernières années, c'est déjà le fait de mettre 15 000 € de côté pour s'acheter une Rolex. Donc ça fait un peu serpent qui se mord la queue. J'étais il y a quelques mois au Geneva Watch Days, hein, vous savez, toutes ces marques de luxe qui se rejoignent dans des suites d'hôtels pour parler montres, faire des rendez-vous avec les bijoutiers. Eh bien, au Geneva Watch Days, je n'ai pas vu une seule personne avec une Rolex. Voilà, les Rolex, il n'y a pas d'anglage, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de complications. Donc voilà, ce sont des montres vraiment très très fonctionnelles, mais qui sont des montres de luxe. Et au fond, si à ce moment-là, au Watch Days, personne ne portait de Rolex, eh bien c'est parce que ça ne leur viendrait pas non plus à l'idée d'aller à l'opéra avec un training Gucci. La montre suivante dont je vais vous parler, eh c'est celle qui m'a été léguée par la famille, et c'est une Omega 321, une Omega Seamaster chrono. Donc là, il faut quand même le faire à l'époque, hein. Ils mettaient un chrono sur une Seamaster. Rapidement, c'est un modèle qui a changé de nom puisqu'il s'est appelé Deville. Le mouvement donc 321, assez compliqué dit-on. Je l'ai fait réviser complètement et donc je suis fier de la porter. Je suis fier également de l'honorer, hein, puisque je la traite bien, je l'ai fait réviser, hein, ça m'a coûté à l'époque plus de 700 €. Alors la troisième montre, c'est une Omega Genève. Alors c'est une Omega Vintage elle aussi, et l'occasion pour moi de parler de cette marque. Alors pas la marque Omega, mais plutôt la marque Omega Vintage, hein. Alors je sais bien, c'est pas une marque, néanmoins c'est quand même une promesse. Et qu'est-ce qu'on a quand on achète une Omega Vintage? Eh bien, on a une montre robuste, fiable, une montre qui garde sa valeur. Et en fait, les Omega Vintage, elles sont complètement sous-cotées. Qu'est-ce qui monte en ce moment? Quelles sont les marques qui prennent de la valeur? Eh bien, ce sont les marques qui existent depuis longtemps, les marques qui ont eu des modèles qui ont été répliqués dans de nombreux exemplaires. Ça aide, hein, notamment sur Instagram. Donc ça veut dire qu'on peut les reconnaître. On a cette fiabilité, on a cette histoire. Évidemment, Omega, une histoire de dingue. Ces gens sont obsédés par la précision depuis plus de 100 ans. Et donc pour moi, Omega Genève, Omega Vintage, toute cette époque des années 60, 70, c'est complètement sous-coté. Et ici, sur ce modèle que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, en fait, on est sur un modèle qui est, selon moi, la montre la plus moderne des vintage. Pourquoi? Parce qu'il y a un bracelet intégré, il y a un cadran fumé, il y a une boucle avec des parties polies, et on a des index appliqués, date rapide, stop seconde. Elle a un diamètre qui est plus gros, alors oui, c'est quoi? C'est du 37 mm, mais on arrive doucement aussi à cette taille
de montres. Et donc pour moi, c'est une montre qui est très très moderne malgré ses 50 ans cette année. Omega Vintage, vraiment, je trouve ça sous-coté. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, je craque encore pour une autre Omega Vintage. Et puis on arrive maintenant à l'Omega Speedmaster. Alors cet Omega Speedmaster, je l'ai acheté il y a maintenant 5-6 ans. Je l'ai acheté 2750, quelque chose comme ça. C'était un modèle de 2013 et elle ressort de l'entretien. Mais donc c'est une montre que j'adore porter puisque pour moi c'est le nouveau luxe portable. Elle est très distinctive, elle est chargée d'histoire, elle passe très bien au poignet malgré le fait que j'ai un petit poignet avec ses 42 mm et malgré le fait qu'elle ait des pièces debout qui augmentent un petit peu artificiellement sa hauteur. Vraiment, je suis enchanté de l'avoir acheté et de l'avoir fait entretenir il y a quelques semaines. J'ai quand même attendu 3 mois. Omega, qu'est-ce que j'en pense? Omega, c'est un petit peu comme ce cousin qu'on a tous, comme cet ami qu'on a tous qui est plus intelligent que nous, mais qui foire sa vie parce que fondamentalement, il est con et qui fait des mauvais choix. Et bien pour moi, ça c'est Omega, c'est-à-dire que la qualité, elle est là, et tout le monde est d'accord, même pour le dire. Par contre, il y a quand même des choix au niveau marketing qui font qu'aujourd'hui, vous demandez à 50 ou 100 personnes dans la rue de citer 3 marques de montres, c'est dramatique que souvent Omega n'arrive pas dans les 3 premiers, alors que justement, ils étaient jusqu'à l'année dernière encore deuxième en termes de chiffres d'export de montres suisses, deuxième et maintenant ils sont troisième, ils ont été supplantés par Cartier. Tiens, Cartier, une marque qui elle aussi, alors qui est absente de la collection ici, j'exclus rien, mais je dis tiens, parce que c'est justement aussi une marque qui a un branding assez caractéristique. La marque va déculpabiliser la personne qui va vouloir en acheter une. Donc Rolex, c'est a crown for every achievement. Donc tu as raison, tu as assez travaillé, maintenant tu te fais plaisir. Et Cartier, c'est let's celebrate. Donc on a quelque chose à célébrer, eh bien achète une Cartier. Donc on est aussi un petit peu sur le même territoire. Les Maserati dans les années 90, le vendeur de Maserati savait très bien que la première chose à faire, c'était déculpabiliser le futur acheteur et de lui dire que fondamentalement, il avait assez travaillé et que maintenant c'était le moment d'acheter une belle voiture. Alors Omega, ils ont quand même s'ils ont perdu la 3e place, ils ont quand même fait de belles choses en 2022. La Moonswatch, aujourd'hui, une initiative qui a permis de placer la Speedmaster sur le radar des gens qui sont attirés par le luxe. Deuxième chose que j'ai aimé dans leur marketing, ça a été la mise en avant de la répétition minute. Alors elle vaut 450 000 €, mais ce qu'ils ont fait là, c'est absolument superbe. La suivante, c'est cette fameuse Moonswatch. Donc moi j'ai pris la Moonswatch plutôt parce que les couleurs allaient mieux avec mon teint de peau. Donc là, Swatch, parce que c'est une Swatch. Donc Swatch, si on oblige les gens à acheter des Moon Swatch en boutique, ça veut dire qu'on les force à visiter une boutique. C'est vrai que quand moi je passe devant une boutique, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment rempli. Est-ce qu'ils vont fermer des boutiques? Est-ce que je sais pas ce que ça présage. Ce que j'aimerais bien pour Swatch, c'est qu'ils arrivent à retrouver des collabs et qu'ils arrivent à faire des modèles qui soient distinctifs et qui résonnent auprès de leur cible. Et j'aimerais bien vraiment qu'ils reviennent au devant de la scène. Mais pour ça, ça dépend du produit. Ça dépend aussi de la grille de lecture de leurs produits. Voilà, pour moi, entre tous les modèles de Swatch, je ne m'y retrouve pas spécialement. Donc voilà, bonne chance à eux et bravo pour la Moon Swatch. Marque suivante, Tudor. Alors Tudor, la Black Bay 36 fond bleu achetée en 2020. C'est la seule montre vraiment récente que je porte. Je vais dire qu'elle a été faite avec des technologies nouvelles. C'est la Rolex Explorer du pauvre, n'ayons pas peur des mots, mais c'est aussi la Seiko 5 du riche, autant le voir d'une bonne façon. Voilà, c'est une montre fiable, une montre qui m'offre un rapport qualité-prix extraordinaire. Voilà, au niveau des finitions, je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour le prix. Je l'avais acheté à l'époque 2000 et quelque chose comme ça. Mais ce que je remarque, c'est que, et je ne suis pas le seul, c'est que Tudor, c'est devenu une marque de montre qui fait des hommages de Rolex de l'époque. Voilà. Donc ils sont occupés à occuper le créneau que Rolex laisse, puisque les Rolex maintenant, on est à plus de 10 000 €. Donc ça laisse un magnifique boulevard pour Tudor
et autant ne pas réinventer la roue et autant refaire les modèles d'antan. Donc en tout cas, ce sont des gens qui ne prennent aucun risque d'un point de vue design ou quasiment aucun risque. Leur slogan Born to Dare, je trouve assez mal choisi, ou au contraire en fait très très bien choisi, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'ils ne font pas. Mais les chiffres de vente suivent, David Beckham suit, donc tant mieux, ça fonctionne très très bien. Mais d'un point de vue émotion, voilà, c'est un petit peu du fake quoi pour moi. Je vois ça vraiment d'un point de vue pure valeur. Ensuite, on a la marque Seiko avec la SKX 013, donc une marque, un modèle pardon, qui est sorti du catalogue en 2019-2020. Voilà, Seiko s'est premiumisé. Et je vois beaucoup de choses, hein, des gens qui pestent contre Seiko parce que les cadrans ne sont pas alignés, que se passe-t-il avec le contrôle qualité de chez Seiko, etc. Mon opinion, moi, le suivant, c'est qu'il n'y a aucun souci avec le contrôle qualité de chez Seiko. Si une Seiko avec le cadran de travers sort des usines, eh bien, c'est que Seiko l'a bien voulu. Donc le problème, ce n'est pas le contrôle qualité, le problème, d'après moi, c'est le document qui définit le contrôle qualité. Normalement, selon eux, alors, un cadran doit être aligné jusqu'à un certain angle et vraisemblablement, toutes les montres qui sortent de l'usine répondent ou réussissent le contrôle qualité. Donc, ce n'est pas des problèmes de contrôle qualité, c'est juste une manière de définir le cahier des charges. Je suis enchanté de voir que Seiko se premiumise aussi. Je pense que si je devais en acheter une maintenant, ce serait soit une présage, soit une Turtle, puisque la Turtle est selon moi la descendante de la SKX, mais c'est vraiment pas du tout à l'ordre du jour. La dernière montre, c'est une Hamilton 34 mm achetée pour, je ne sais même plus combien je l'ai acheté, peut-être 170 € il y a une dizaine d'années. Et je pense avoir vraiment fait une bonne affaire. C'est une montre qui me donne de l'émotion quand je la porte, puisque elle me fait penser au GI. C'est une montre de dotation produite en 1979 et qui a été livrée donc aux militaires en de milliers d'exemplaires, mais quand même un énorme flou et un énorme mystère entoure cette montre, selon moi. C'est que j'en ai jamais vu une Hamilton de ce type au poignet d'un GI. Donc partout, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle était en dotation, qu'on a eu des centaines de milliers. Mais où sont-elles? Où sont-elles sur les photos? Je ne sais pas, c'est un mystère. Mais c'est ça qui fait aussi le hobby. Hamilton, donc ici vintage, et concernant la marque Hamilton, les Hamilton récentes, bon, c'est une marque qui me parle pas beaucoup, mais c'est quand même une marque que je trouve intéressante, et surtout leur marketing qui mettent en avant dans le cinéma. Hein, je vous ai dit ce que j'en pensais. Pour moi, le marketing, c'est associer une marque à un univers, à un contexte et non pas à un média. Hein. C'est comme si on disait Baume et Mercier, c'est la radio. Hamilton, c'est le cinéma. Je trouve que dans le cinéma, quand Swatch Group décroche un contrat et qu'il est question de la conquête spatiale, pour moi, il n'y a pas photo, ça doit être une Speedmaster. Hamilton n'a rien à faire là. Ils ne font pas que du cinéma, ils font aussi des jeux vidéo avec Far Cry. J'avais fait une vidéo là-dessus et la montre a un vrai rôle à jouer dans le jeu vidéo. Voilà, très très belle intégration, donc un marketing assez intéressant. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!